Après la réunion secrète à Abington, les hommes comprirent que leur mission dépassait la simple chasse au trésor. Selon les journaux étudiés par Scott, ils portaient désormais le fardeau de l'avenir même de la future nation américaine. Le soir précédant leur départ, un repas fut servi aux 46 francs-maçons puis aux 6 esclaves affranchis qui participaient à l'expédition. Les prières furent récitées. Chacun retournèrent dormir avec l'immense poids de cette mission sur les épaules. John Weems écrivait alors dans son journal qu'il priait pour devenir un chef digne de cette responsabilité. Son père y a répondu quelque chose qui le marquait profondément. Les leaders ne naissent pas, ils sont créés. Avant de partir, son père posa son pouce sur son front, traça le signe de la croix et lui donna sa bénédiction. John écrivit qu'il a quitté la pièce avec le cœur plus léger. Scott avoue que quand il a lu ce passage-là la première fois, il a eu les larmes aux yeux. Pour lui, ces journaux donnent une dimension beaucoup plus humaine à toute cette histoire de symboles, puis de codes cachés, puis de runes. Puis l'expédition quitta les colonies pour se rendre en territoire britannique afin de récupérer le trésor caché. Quelques mois plus tard, le 14 juillet 1770, les hommes revinrent finalement avec la cargaison. Selon les journaux, tout le matériel fut discrètement transporté sur la rivière Potomac jusqu'à Mason's Island, île aujourd'hui connue sous le nom de Theodore Roosevelt Island, juste derrière le mémorial de Thomas Jefferson. Scott insiste beaucoup sur ce détail. Pour lui, ce lieu-là n'a pas été choisi au hasard. L'île portait autrefois le nom de George Mason, l'un des pères fondateurs les moins connus des États-Unis, celui qu'on appelle parfois le fondateur oublié. D'après Scott, George Mason aurait joué un rôle essentiel dans la rédaction des droits fondamentaux, qui inspira ensuite la Constitution américaine et la Déclaration des droits. Mais le plus incroyable reste encore à venir. Une fois le trésor placé dans une voûte secrète, Weems reçut l'ordre d'en faire l'inventaire. Ce qu'il décrit dans son journal semble sortir tout droit d'un film. Il parle de 40 coffres remplis de pièces de monnaie, de 22 crucifix en or de différentes tailles, de 12 menorahs précieuses, de nombreux parchemins et peintures conservés dans des tubes, protégés par de la chaux et de l'argile fine afin de résister au temps. Puis viennent les objets les plus mystérieux, 6 arches faites d'or et d'argent, décorées de créatures ailées, semblables aux chérubins décrits dans l'Arche de l'Alliance. 4 boîtes de pierre contenant des fragments d'os. Une autre boîte renfermait des morceaux de tablettes de pierre brisées, une tablette d'émeraude, des épées ensanglantées, des lances brisées, des flacons remplis de substances inconnues que John hésite même à décrire, parlant presque de solutions magiques. Et autour de tout cela, il y a des bijoux, des artefacts d'or et d'argent, d'innombrables objets sacrés. Lorsque l'inventaire fut terminé, les hommes refermèrent la voûte avec du mortier comprenant de la chaux et des coquillages broyés. L'entrée fut ensuite recouverte de terre, afin de devenir totalement invisible pour quiconque passerait là sans savoir qu'est-ce qu'il y a sous les pieds. Puis vint un détail qui frappa Scott immédiatement. Le journal précise qu'un groupe de 10 et 14 maçons encercla ensuite la tombe afin de bénir la voûte et demander à Dieu de protéger cet endroit contre le temps, la guerre et la cupidité. Pourquoi écrire 10 et 14 plutôt qu'écrire 24? Pour Scott, ce choix n'était pas accidentel. Ces nombres reviennent constamment sur la runestone, dans les traditions maçonniques et dans les systèmes ésotériques liés aux Templiers. Encore là, c'est des chiffres qui font partie d'un langage sacré codé pour transmettre les connaissances. Il remarque aussi que le journal parle d'une tombe et pas simplement d'une voûte ou d'un coffre ou d'une cachette, et des fragments d'os retrouvés dans des boîtes de pierre. Ça ouvre alors une question troublante. C'est à qui réellement ces os? Pour lui, toute cette histoire dépasse largement la simple légende du trésor perdu. Elle relie les Templiers, la franc-maçonnerie et maintenant les pères fondateurs à des artefacts sacrés d'une importance historique. Puis, ce qui le convainc le plus, c'est souvent les petits détails. Dans un autre passage du journal, un explorateur décrit un étrange animal couvert de fourrure avec une queue plate et qui coupe des arbres. Aujourd'hui, ça semble évident que c'est un castor. Mais Scott rappelle qu'au moment où ces textes ont été écrits, les castors avaient disparu des îles britanniques depuis des siècles. L'auteur des textes reconnaissait même pas l'animal.
Pour Scott, ce genre de détail est impossible à falsifier ou à inventer ou à faire semblant que. Ça renforce l'authenticité des récits. Enfin, Scott soulève un autre aspect étrange. Tout au long des journaux, les auteurs parlent constamment de la déesse et des nombres sacrés associés au féminin divin. Le Père céleste, lui, n'est presque mentionné que dans des contextes liés à la mort ou à des tombes. Selon Scott, c'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on n'entend vraiment pas beaucoup dans les religions parler de déesse. Puis encore moins de Père céleste associé aux tombes ou à la mort. Ce serait encore des traditions qui auraient survécu avec les Templiers, puis des connaissances qui sont cachées, puis on le sait pourquoi. Si ça parle du divin féminin, pourquoi qu'ils ont caché? Après des années passées à suivre les symboles oubliés, des messages codés, des récits fragmentés, Scott affirme enfin être arrivé au cœur du mystère, le fameux genre vert. Avant même de raconter l'histoire du genre vert, Scott prend le temps de préciser une chose très importante. Son but à Scott, c'est pas d'attaquer la foi de personne, la religion, les croyances de personne, ni de convaincre les gens d'abandonner leurs croyances ou leur religion. Tout ce qu'il fait, c'est de raconter ce qu'il découvre au fil de ses recherches, aussi tabou que ça puisse être. Rien de plus, rien de moins. Les conclusions, après, appartiennent à chacun. Vous en faites ce que vous voulez. Tout aurait commencé en 2006, pendant une conférence sur la côte est américaine. Scott a été présenté à un homme qui s'appelle Don Who, personnage imposant et mystérieux, qui allait complètement changer le cours de ses recherches. 2 ans plus tard, donc en 2008, Scott et son fils Grant, Steve Sinclair et Dave Brody partent avec Don dans les montagnes de Catskill pour examiner certains sites anciens. Là-bas, ils découvrent des gravures étranges dans les roches, écrits en alphabet thébain, un système cryptographique utilisé selon eux par certains groupes templiers. Ils trouvent aussi une pierre gravée contenant les coordonnées exactes de Montréal, accompagnée de symboles qu'ils identifieraient plus tard comme étant liés à Tanit, ancienne déesse phénicienne, ainsi qu'à la rose fanée de la maison de Madeleine. Peu à peu, Scott apprend que Don avait travaillé pendant des décennies pour une agence liée au gouvernement américain, active entre 1961 et 1994. Les détails exacts demeuraient flous, Don refusant d'en dire trop. Mais son meilleur ami, lui, Bill Jackson, avait lui aussi travaillé dans cette organisation. En 1968, Bill et Don exploraient les environs de Bannerman Island, une île du fleuve d'Hudson, connue pour avoir servi d'entrepôt militaire au début du 20e siècle. Il y a eu une grosse explosion sur cette île-là, puis il y a eu beaucoup de projectiles puis de choses projetées. Parmi les débris rejetés par l'eau, Don a retrouvé 2 ornements décoratifs en pierre qu'il a remis à Bill. 1 an plus tard, le fils de Bill a accidentellement brisé la pierre et l'un des ornements s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un cylindre en argile scellé à la cire d'abeille. Le tube contenait 2 parchemins rédigés en alphabet thébain, ainsi qu'un étrange dispositif métallique ressemblant à un instrument de navigation. Sur l'une des pièces était écrit Onteora, ancien nom supposé des Amériques du Nord. Bill consacra ensuite des années à enquêter sur cette découverte. Ses recherches le menèrent jusqu'en Europe, où il mit la main sur un document ancien, connu plus tard sous le nom de document de Cremona. Ce texte racontant une expédition datant du 12e siècle. 6 navires, 400 hommes et femmes, dirigés par un chevalier templier nommé Sir Ralph de Sutherland. Leur mission était de traverser l'Atlantique afin de récupérer d'anciens rouleaux cachés en Amérique du Nord, dans une région correspondant aujourd'hui aux montagnes Catskill. Selon le récit, une expédition partie en 1177. En chemin, ils ont embarqué une navigatrice appelée Altamara, que Scott croyait autochtone puisqu'elle semblait parfaitement connaître la route vers ce mystérieux temple de la déesse. Un des navires aurait sombré près des côtes de Terre-Neuve.
Puis des années plus tard, grâce aux indications des documents, Scott et Bill ont pu réellement retrouver le navire. Cette découverte a convaincu Bill que l'histoire est vraiment authentique et réelle. Pendant plus de 20 ans, il poursuivit ses recherches obsessionnellement, mais en 1994, il est atteint d'une grave maladie. Alors, il a eu la brillante idée de vendre le document au Vatican, du moins en apparence, car Bill s'était préparé. Avant sa mort, il avait discrètement distribué les parties les plus importantes du document à plusieurs collègues, avec une consigne précise. À leur mort, le tout devait être remis à Don Roux. En 2017, un nouvel événement fit surface. La fille de Bill retrouva une enveloppe qu'elle avait oubliée, contenant une lettre de son père et plusieurs pages secrètes. L'une d'elles décrivait un événement majeur en 1180. Sir Ralph Sutherland aurait récupéré une partie des anciens rouleaux et aurait témoigné devant le grand maître des Templiers. Mais surtout, le texte mentionnait les documents du mariage de Jésus et Marie-Madeleine. Selon Scott, ce passage signifie que plusieurs rouleaux encore sont cachés, quelque part en Amérique du Nord. Les messages étaient tous écrits en alphabet thébain et protégés par différents systèmes de chiffrement. Après des années de décryptage, Scott et son équipe commencèrent à découvrir des textes qu'ils jugèrent explosifs. L'un d'eux parlait d'un mystérieux ouvrage appelé le Livre des guerres du Seigneur, un texte mentionné dans l'Ancien Testament, mais officiellement considéré comme perdu. Mais Scott affirme qu'il en possède des fragments. Le contenu du livre décrivait une divinité contenant à la fois l'aspect féminin et masculin. Une idée que Scott affirme comme incompatible avec la doctrine religieuse moderne. Mais le plus troublant, selon lui, concerne des descriptions qu'il interprète comme des manifestations extraterrestres. Le texte parlait d'une bête d'argent ailée, crachant des éclairs sur des armées entières, provoquant la mort des hommes et des chevaux dans les eaux peu profondes. D'autres passages mentionneraient un être nommé Angel K, l'ange K, apparaissant dans une lumière bleutée et communiquant télépathiquement avec les auteurs des manuscrits. Selon les documents, cet être aurait ordonné le déplacement de certains rouleaux vers Montréal. Non, fais pas ça! Puis la récupération du livre des guerres du Seigneur avant qu'il ne soit retiré du monde des hommes. Scott en arrive à croire que ces textes ont été cachés volontairement parce que le monde n'était pas prêt à accepter leur contenu.